Salut, c'est Vince. Bienvenue sur Histoire de vinyle. J'avais envie d'évoquer avec vous un groupe que j'adore, qui est classé dans le goth rock, le rock gothique, qui est Bauhaus. Et puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de présenter, très modestement, je ne suis pas un spécialiste, ce qu'est le goth rock à travers quelques disques que j'ai dans la discothèque. Bien entendu, j'ai déjà évoqué le post-punk dans plusieurs vidéos, ou la dark wave, ou le côté obscur de la musique, dirons-nous, mais là plus spécifiquement, effectivement, regardez du côté de l'Angleterre à la toute fin des années 70 et avec l'émergence véritablement du rock gothique au sens strict, peut-être. Alors le gothique, avant d'aborder effectivement Bauhaus, le gothique, vous savez probablement, c'est déjà un mouvement architectural du XIIe, XIIIe siècle, avec quand même en France quelques joyaux comme la cathédrale de Reims ou la cathédrale d'Amiens par exemple. Et puis ensuite, parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est que le rock gothique va puiser, et oui, c'est peut-être peu connu, mais aussi dans ses mouvements architecturaux, mais aussi dans la littérature. Et donc il y a la littérature dite gothique de la fin du 19e siècle, dirons-nous, avec quelques livres, en tout cas quelques titres tout à fait emblématiques, bien sûr Frankenstein de Mary Shelley, Dracula de Bram Stoker, et puis Oscar Wilde, et puis citez-en, bref, une littérature qui puise un petit peu dans le romantique, mais aussi avec ce côté très très sombre et ces ambiances de bruyère, de brouillard et de mystère, avec par exemple les hauts de hurlement des sœurs Brontë, et puis cette poésie aussi, du côté dont s'inspireront beaucoup les Anglais aussi, c'est-à-dire la poésie de Baudelaire, d'Arthur Rimbaud, de Verlaine par exemple, enfin bref, une poésie qui est assez sombre. Alors le mouvement, disons que le rock gothique, c'est très très difficile à définir puisqu'il existe énormément aujourd'hui en tout cas de sous-genres au rock gothique. Il y a le metal gothique, il y a le new gothique, il y a le mole gothique, bref, il y a ou mole goth, bref, il y a énormément de déclinaisons du rock gothique, et puis aussi c'est pas que, alors même si il s'est exprimé principalement dans la musique, ce mouvement culturel entre guillemets, il n'y a pas eu, bien sûr, c'est aussi une attitude, c'est aussi une mode vestimentaire, mais alors revenons à l'essentiel. Quelle peut être l'origine du rock gothique? Je pense qu'il faut puiser dans les références que citent de nombreux groupes de rock dits gothiques, indépendamment de toutes les déclinaisons. Je pense que parmi ces influences extrêmement importantes, indépendamment de la littérature, je vais revenir un petit peu sur l'univers de la musique et des textes dans le rock gothique, mais c'est évident qu'il y a le Velvet Underground. Ça, il n'y a aucun doute, Lou Reed a eu une influence, et via le Velvet Underground, mais pas que, Lou Reed a eu une influence très importante, un univers extrêmement sombre, les thèmes, la vie, la mort, le plaisir, les représentations sexuelles aussi, alors ça c'est du côté de Lou Reed, mais aussi la spiritualité, clairement des références à la littérature, bien sûr, gothique de la fin du 19e siècle, donc des ambiances où les forces obscures entre le mal, le bien, les créatures maléfiques et le spiritisme également, bref. Alors, un autre poète qui a eu une influence, je pense, sur le mouvement gothique, peut-être que c'est pas toujours évident de l'évoquer, et pourtant c'est dans les thèmes qu'il aborde, que je viens à peu près de citer, bien sûr, c'est Jim Morrison et les Doors. En particulier, je pense, les deux premiers albums, et puis les textes qu'a écrit, les poèmes qu'a écrit Jim Morrison, je pense que c'est une influence importante. Dans l'univers extrêmement sombre
Il y a quelqu'un qui pour moi me paraît évident relativement à l'influence qu'elle a pu avoir sur le mouvement, sur le rock gothique à la fin des années 70, c'est Nico, en particulier avec un album comme The Marble Index, qui est à écouter absolument et qui est évident dans ce côté extrêmement sombre, encore une fois. Alors vous allez me dire, ouais, mais il ne faut pas confondre Dark Wave, Cold Wave, rock gothique. Ça se croise quand même, toutes ces influences, même si effectivement l'influence du côté de la Dark Wave, de la Cold Wave avec Nico est plus évident. Mais il y a un autre personnage qui me semble qui est important dans l'univers, parce qu'il y a quelque chose aussi de très théâtral dans le rock gothique, hein, bien entendu. Ça vient avec les tenues vestimentaires, les maquillages. C'est David Bowie, bien entendu, en particulier à l'époque Ziggy Stardust. Ici, bon, là c'est un album que j'aime bien parce que c'est un album de reprise, en particulier de titres de groupes de rock des années 60, donc Pin-Ups, bref. C'est évident. Un autre, bien sûr, personnage qui a eu une influence tout à fait importante, ça me paraît évident, les chiens aboient d'ailleurs. Ouais. Bien sûr, I Wanna Be Your Dog, c'est Iggy Pop. Ça me paraît évident. Alors, pas tant les Stooges que vraiment le personnage, Iggy Pop. Et les deux souvent ensemble avec David Bowie, bien entendu. Donc ça me paraît tout à fait dans les racines, il me semble, du rock gothique. Il me semble qu'il y a toutes ces influences préalables. Et puis, il y a peut-être un groupe auquel... parce que cette imagerie voilà, qui est à la frontière entre le bien et le mal, c'est vrai que les références au rite païen, mais pas seulement, mais aussi à la Bible, l'enfer, le paradis, bref, les outcasts ou les misfits, c'est-à-dire ceux qui ne trouvent pas leur place, et donc ce côté très solitaire, très mélancolique, et ces références... bien sûr, à ces différents univers que je viens d'évoquer, il y a un groupe qui me paraît évident, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Je ne sais pas pourquoi je sors de la pochette d'ailleurs. C'est Black Sabbath, bien sûr. L'univers de Black Sabbath. Bref. Voilà, bien sûr, il y en a tout un tas. J'aurais pu citer Alice Cooper, surtout que plusieurs des groupes de rock gothique, certains d'entre eux en tout cas, vont avoir un lien avec en particulier l'univers d'Alice Cooper. Voilà. Donc, alors, si ça, ce sont les influences, ça commence quand, véritablement? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un mouvement musical, le rock gothique, qui est issu du post-punk. Enfin, c'est un mouvement qui s'inscrit dans le post-punk, c'est-à-dire après la vague punk des années 76, 77, 78, vont émerger tout un tas de groupes qui vont se détacher du punk, même s'il reste une influence, et puis qui vont s'imprégner de ces influences dont je viens de parler, y compris littéraires, voire architecturales, et avec toujours des textes qui deviennent de plus en plus, non pas basiques, mais beaucoup plus intimistes, et il me semble que parmi les premiers groupes qui vont s'inscrire dans cette voie, bien sûr, il y a Joy Division. Avec Ian Curtis, j'ai consacré une vidéo à ce groupe tout à fait fondamental, le rock gothique, hein, vous allez voir, avec les groupes que je vais vous proposer, clairement né en Angleterre, à la fin des années 70. Donc bien sûr, le premier Unknown Pleasures, le premier album de Joy Division, ça me paraît tout à fait évident. Un autre groupe, en particulier un autre personnage qui est extrêmement important, c'est Siouxsie Sioux, et Siouxsie and the Banshees, en particulier avec cet album absolument fantastique, Join Hands. Donc tout ça c'est à la fin des années 70, hein, 1979, 1980. Vous êtes dans cet univers sombre, imprégné de mélancolie, et qui crée cet univers gothique. Et, voilà. Et il va y avoir des clubs emblématiques dans lesquels ces groupes et ces personnages vont se retrouver, alors pas forcément Joy Division, mais Siouxsie Sioux par exemple, et puis un autre bien sûr, Robert Smith, qui vont se retrouver dans un club qui est le Bat Cave. Ça dit bien ce que ça dit, hein, les références effectivement à ces environnements, ces
voilà, c'est presque cryptique et de crypte même, bien entendu. Alors, j'ai cité Robert Smith, c'est évident que les Cure, pas le premier album, mais en tout cas les 3 albums suivants, hein, dont 17 Seconds, bien sûr, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, pour moi, bien sûr, s'inscrivent totalement dans cet univers gothique et en font partie de cet univers. Un autre groupe auquel on ne pense pas forcément et qui, pour moi, je l'inscris directement, vous allez me dire le suivant, ça n'a rien à voir non plus, il est complètement à l'ouest, c'est Clan of Xymox. Bien sûr, sur le fameux label 4AD, superbe, superbe. Alors là, il y a un côté un petit peu industriel, mais toujours extrêmement sombre. Un autre groupe peut-être moins évident de ce point de vue-là, c'est là où je disais, il débloque complètement le Vince, c'est Echo and the Bunnymen. Et en particulier Porcupine, effectivement, qui sort en 1983, donc on est dans ces 3-4 premières années, hein, 79, 80, 81, 82, 83, là on y est complètement. Et puis, bien entendu, là vous avez l'imagerie gothique complètement, même si le groupe est un petit peu difficile à cerner d'un point de vue du genre, puisqu'il a emprunté, ou il a, disons, embrassé plusieurs genres musicaux, c'est Alien Sex Fend, en particulier Who's Been Sleeping in My Brain, qui sort en 1983, qui est un album, c'est le premier album du groupe, qui est un album absolument fantastique de ce point de vue-là. Et puis un peu plus tard, il y aura d'autres groupes, bien entendu, tels que, voilà, le premier album, est-ce que c'est le seul, le premier album des Sisters of Mercy, qui est un peu plus tardif, 1986. Il y aura The Mission ensuite. Bon, il y a tout un tas de groupes. Et je ne suis pas là pour évoquer, bien sûr, ensuite la façon dont les premiers temps du rock gothique vont se décliner ensuite en tout un tas de sous-genres jusqu'à aujourd'hui. Disons que la déclinaison la plus récente, la plus fréquente, en particulier dans le côté théâtral, et qui est plus lié peut-être à la mode qu'à la musique, je ne sais pas, c'est le mall goth ou mall gothic. Avec quelques groupes malgré tout, un personnage qui a inspiré peut-être ce mouvement, c'est Marilyn Manson, et puis bon, peut-être que vous entendez en fond, bien sûr, un autre personnage que je trouve important dans le rock gothique récent, c'est Zola Jesus par exemple. Alors, voilà, c'était ma petite présentation, et oui, il y en a un groupe que j'ai pas évoqué, c'est Bauhaus, bien sûr. Bien sûr, quel groupe extraordinaire. Donc ils sont originaires, ce sont des Anglais de Northampton, donc Peter Murphy en particulier, mais bien sûr il y a Daniel Ash, il y a les Haskins, David J. Haskins et Kevin Haskins, donc ils vont fonder ce groupe en 1978 je crois, et puis ils vont ils vont enregistrer sur un obscur label qui est Stormworks Records. Ce sera leur seul enregistrement sur ce label, donc c'est un EP. C'est un EP, là je vais les sortir de leur pochette. Là effectivement, tous les thèmes sont là, donc la mélancolie, alors pas nécessairement le spiritisme ou les fantômes, quoique, puisque le premier titre sur ce EP qui sort en 1979, Bela Lugosi's Dead, hein, Bela Lugosi's Dead, I'm dead. C'est... Bon, vous lirez peut-être parfois que c'est le titre fondateur du rock gothique moderne, dirons-nous. C'est un EP absolument fantastique sur Stormworks Records. Alors il existe en tout un tas d'éditions variées, semble-t-il. Donc là c'est un des pressages originaux 79. Magnifique pochette, là la référence évidemment déjà à Bela Lugosi, hein, l'acteur hongrois qui a incarné mais bien sûr Dracula entre autres, bref, super. Donc le côté extrêmement sombre, une basse qui est très en avant avec une batterie un petit peu originale et puis une rythmique voilà, et là pour le coup Peter Murphy a une voix un petit peu sombre et le deuxième titre sur le EP qui m'échappe là immédiatement après à part Bela Lugosi's Dead, c'est Boys. Oui. Il y a un côté très Joy Division, c'est marrant parce que en particulier de Non Pleasures, sachant que les deux disques sortent la même année, en 79. Bref, c'est un coup d'essai, c'est un coup de maître ce EP. Et effectivement, c'est un des titres emblématiques du rock gothique.
mythique Bela Lugosi is Dead. Fantastique, absolument fantastique à écouter, à découvrir absolument. Ils vont signer ensuite sur un label que j'ai déjà évoqué, qui est 4AD, bien sûr. Clan of Xymos que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est bien sûr un groupe qui a signé sur 4AD et le deuxième album de Bauhaus, enfin le premier album studio de Bauhaus sur 4AD, avec cette superbe photo In the Flat Field. Bon bah, c'est un disque absolument fantastique. Il est indiqué que la photo, si je me souviens bien, la photo c'est Duane Michaels qui réalise la photo et qui est un hommage à Puvis de Chavannes, qu'ils écrivent Purvie de Chavannes, peu importe. C'est un superbe album. Là vous êtes complètement dans cet univers extrêmement sombre. Encore une fois, ces rythmes syncopés, d'ailleurs un rythme assez soutenu quand même pour la plupart des titres. Il n'y a pas cette ambiance forcément de chape de plomb, non, il y a quelque chose d'assez, je ne vais pas dire enjoué, mais bon, on y est presque. C'est un album magnifique, 1980 sur le label 4AD. À la suite de ça, ils vont changer de label. Il semblerait que 4AD ne leur permette pas justement de tourner correctement. Bref, donc ils vont signer chez Beggars Banquet, qui est une sous-marque de Virgin Records, je crois, quelque chose comme ça. Et l'album suivant est un petit peu différent, mais vraiment tout aussi intéressant. Toujours pareil, les rythmes sont souvent assez soutenus. Alors eux, ce sont des pensionnaires, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des pensionnaires de ce club, là, le Batcave, où à peu près tous les personnages de cet univers post-punk très très sombre, avec bien sûr ce côté théâtral, cette imagerie, ces grandes capes noires, ces maquillages, enfin bref, vous êtes dans l'univers complet de Mary Shelley ou de Bram Stoker, hein, vous êtes complètement. Ici, la pochette est dessinée par l'un des membres du groupe, il me semble que c'est Daniel H, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, c'est Masque, donc le deuxième album qui sort en 1981 sur Beggars Banquet, c'est un super album aussi. Alors c'est différent, un peu moins sombre je pense. D'aucuns diront peut-être un petit peu plus commercial. Alors là, sincèrement, j'y vois pas. Le suivant, il s'est très très bien vendu, mais il renoue un petit peu avec In the Flat Field. C'est ce superbe album. Sky's Gone Out avec cette superbe pochette. Et effectivement, c'est l'album du groupe qui s'est le mieux vendu. Il faut savoir qu'il leur a été reproché pendant ce court intervalle de temps. Le groupe se forme en 1978-1979, premier EP 1979, et puis le dernier album studio c'est 1983. Donc c'est vraiment une existence très très courte. Il leur a été reproché d'être très très proche de la musique de Bowie. Et donc, comme un pied de nez, en 82, donc c'est l'année de sortie de cet album, le son de Sky's Gone Out, ils vont sortir un EP avec un titre qui va avoir un gros succès en Angleterre, qui va finir numéro 3, je crois, des charts. C'est Ziggy Stardust, justement, une reprise de David Bowie, comme pour les gars, bah oui. Alors cet album-là, effectivement, il est super, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus abordable peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficilement abordable chez si vous aimez le post-punk un petit peu sombre, bien sûr je ne vais pas convaincre les amateurs de rock gothique, disons dans sa version historique, je dirais. Je vais convaincre personne sur la qualité de Bauhaus. Bien sûr, alors je ne l'ai pas dit, mais le nom du groupe vient bien sûr du d'ailleurs le groupe s'appelait Bauhaus 1919. Parce que bien sûr c'est un hommage au mouvement artistique créé par Walter Gropius en Allemagne en 1919. Bon, après ils ont changé de nom bien sûr, même sur le premier EP, hein, c'est Bauhaus. Bref. Il retourne en studio et là Peter Murphy, à l'occasion de cette session d'enregistrement en studio, est malade a priori. Et donc c'est le dernier album qu'ils vont sortir sous le nom de Bauhaus. C'est Burning from the Inside, ce qui fait que je crois que Peter Murphy ne chante que sur 2 ou 3 titres, parce qu'il est malade, monsieur, bon bref. Et ce qui donne une tonalité un petit peu différente, peut-être un petit peu plus métallique, un petit peu plus indus à cet album que je trouve
absolument magnifique. C'est le dernier album, malheureusement, de Bauhaus, qui sort en 1983, c'est toujours sur Beggar's Banquet. C'est une pure merveille. C'est vrai qu'ensuite, je crois que c'est Daniel H. qui avait commencé un side project avec un de ses amis qui faisait pas partie de Bauhaus, qui s'appelait Tons on Tail. Et puis, je crois que c'est Kevin Haskins qui va le rejoindre dans Tons of Tail, et ils vont continuer un petit moment au sein de ce groupe. Peter Murphy, alors là ça m'échappe, avec le trou de mémoire, l'âge, vite, je me souviens plus du groupe de Peter Murphy ensuite. Bon bref, vous me direz, bon, je vais le retrouver une fois que j'aurai coupé la caméra. Bref, je vous conseille en tout cas vivement tous les albums de Bauhaus, et puis de vous plonger éventuellement dans quelques-uns des albums que je vous ai proposés ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à ajouter. Il ne s'agissait pas ici de faire le tour du rock gothique, mais simplement une introduction, un préambule pour arriver jusqu'à Bauhaus, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Vince, it's me, cares about you. Allez, à la prochaine.